La conférence du 3 octobre porte sur le sujet des facultés médiumniques. François Peyotte introduit le sujet en faisant référence aux civilisations passées qui ont disparu en limitant la liberté de questionner et en monopolisant le savoir. Il présente ensuite Bernard de Montréal, qui va parler des différents aspects de la médiumnité tels que la transmécanique, la médiumnité à support, la prophétie, le don des langues, la guérison, la clairvoyance, etc. François Peyotte raconte ensuite une anecdote avec sa belle-mère qui lui pose des questions sur Nostradamus, les prophètes et les médiums. Il demande à Bernard de Montréal de clarifier ces différentes catégories et de définir ce qu'est un médium. Bernard de Montréal répond que tous les hommes sont médiums, mais certains en sont conscients et vivent avec cette faculté, alors que d'autres ne le sont pas. Il explique que la médiumnité pose problème lorsque des lois et des croyances limitent sa compréhension et son expression. La médiumnité a toujours été dangereuse car elle met l'homme en contact avec les plans spirituels, régis par leurs propres lois que l'homme ne connaît pas encore parfaitement. La médiumnité permet de recevoir de l'information qui est relative à l'expérience et au karma de chaque individu, mais pas absolue. Elle ne peut pas donner au mental de l'homme le savoir absolu car la médiumnité est liée à une forme spécifique de croyance et de culture. Il n'y a pas d'universalité dans la médiumnité. Le danger réside dans le fait que la médiumnité peut désinformer subtilement l'homme sans qu'il s'en rende compte. Il n'y a pas nécessairement de différence de danger entre un médium endormi et un médium conscient. Le danger réside dans le fait que la médiumnité ne peut pas révéler tous les secrets de l'univers, mais seulement certains aspects des mondes spirituels déjà sous le contrôle des esprits en évolution. La médiumnité implique que l'esprit contrôle et domine l'homme, ce qui la rend dangereuse. La différence entre l'homme involutif et l'homme de la prochaine évolution est que ce dernier n'aura plus besoin des plans spirituels pour obtenir de l'information car il aura élevé son mental à un niveau vibratoire suffisamment élevé pour participer à l'actualisation de la mémoire cosmique universelle. Ainsi, l'intelligence médiumnique n'est pas le summum de l'intelligence, mais plutôt une forme d'intelligence limitée à ce monde spécifique de la médiumnité. La médiumnité fait partie de l'involution et peut être utilisée à différents niveaux dans ce processus. Elle a permis à certains individus, comme Nostradamus, de transmettre des informations à l'humanité, mais elle n'est pas absolue. Pour que l'intelligence soit absolue, elle doit être parfaite, ce qui signifie que l'homme ne doit pas être dominé par les sphères spirituelles. Sinon, sa médiumnité peut être très développée, mais elle sera au service de l'humanité involutive et non de l'homme dans la recherche des mondes invisibles. La médiumnité respecte le statu quo, les religions, les idéologies et les dimensions psychiques de l'involution, mais elle empêche l'homme de se libérer du connu. Elle crée un lien avec le passé, permettant aux forces spirituelles de le relier occultement à des aspects plus occultes que la période contemporaine. Par exemple, lorsque la médiumnité évoque les Atlantes, cela suscite l'intérêt et incite les personnes à s'intéresser à l'ésotérisme occidental et oriental, ce qui permet aux entités de les englober. Les esprits donnent à l'homme des informations intéressantes, telles que les prophéties de Nostradamus ou les connaissances sur les Atlantes, afin de pouvoir dominer l'homme sur le plan psychique. Ces informations attirent l'attention de l'homme sur le passé ou le futur, au lieu de le faire vivre dans le présent. Cela entraîne une sorte de transformation de sa conscience vers l'ésotérisme et l'occultisme, ce qui conduit à des communications avec les plans psychiques. Les plans psychiques utilisent ces informations pour récupérer l'homme. En effet, le monde de l'esprit a besoin de l'homme pour sa survie, que ce soit sur les plans supérieurs ou inférieurs. Dans le cas où plusieurs personnes font la même découverte ou invention au même moment, il peut y avoir des litiges et des poursuites judiciaires pour déterminer la priorité de la découverte. Cela peut arriver car les inventions peuvent être le résultat de la créativité humaine ou de contacts médiumniques avec d'autres plans. Les inventions existent quelque part sur ces autres plans. Certains individus, comme Léonard de Vinci, peuvent être en contact avec un autre temps ou recevoir des informations d'un autre monde, ce qui leur permet d'être en avance sur leur temps. Cela peut créer une mystification de la conscience supérieure de l'homme et susciter un attrait qui mène à une prise de conscience de ces mondes. Cependant, cette conscience peut être manipulée de manière subtile pour désinformer les individus. Les informations ésotériques, par exemple, sont souvent présentées de manière à flatter l'ego et à plaire à l'individu. Elles mettent l'accent sur des notions comme une nouvelle race supérieure ou des pouvoirs magiques, ce qui intéresse l'ego, mais elles ne révèlent pas les souffrances liées à l'évolution spirituelle. Les mondes spirituels peuvent être divisés en mondes lucifériens et mondes de lumière,
mais ces termes sont utilisés dans un contexte psychologique contemporain et peuvent être discutables. Dans cet extrait, les auteurs soulignent que la domination fait partie de l'organisation naturelle du monde spirituel. Ils expliquent que l'être humain peut être attiré soit par les forces lucifériennes, représentées par la magie noire, soit par celles de la lumière, représentées par la magie blanche. Cependant, qu'il soit luciférique ou spirituel, l'homme reste toujours dominé. Les auteurs affirment que l'homme doit dépasser cette polarité du bien et du mal pour fusionner avec son propre énergie et accéder à sa mémoire cosmique, qui fait partie intégrante de son être. Selon eux, l'homme doit se libérer de la médiumnité et faire face à l'information intérieure afin de devenir pleinement conscient de son intelligence et pouvoir renverser le rôle de l'information provenant des plans spirituels à travers sa propre créativité. Dans cette discussion, il est souligné que le contact direct avec l'esprit, dans des mouvements de renouveau chrétien tels que le renouveau charismatique et le pentecôtisme, peut avoir des aspects positifs, tels que la guérison spontanée. Cependant, il est également noté que vivre constamment en contact avec l'esprit peut éloigner l'être humain de sa propre vie et de sa volonté. Les personnes englobées par une euphorie spirituelle peuvent vivre à côté de leur vie réelle et être incapables de comprendre les lois de l'esprit. Il est souligné que l'énergie pure sans forme est la substance de tous les royaumes, y compris le monde matériel, et que l'être humain doit être capable de percevoir cette énergie au-delà des formes utilisées dans la communication médiumnique. Il est expliqué que la réalité intégrale de l'être humain va au-delà du monde spirituel, et qu'il doit se libérer du conditionnement psychologique et psychique pour vivre en équilibre avec sa vie matérielle et spirituelle. À terme, cela permettrait à l'être humain de vivre de son énergie et de se libérer des formes de domination psychique. La communication avec les esprits est considérée comme acceptable, mais il est souligné que l'objectif ultime est de vivre en équilibre avec tous les plans de la réalité. L'auteur affirme que ce sont lui et non les esprits qui dominent sa compréhension du monde spirituel. Il explique que c'est parce qu'il est extérieur à ce monde et qu'il n'est pas conditionné spirituellement ou psychiquement par une forme de médiumnité. Il explique que s'il donne des informations aux esprits, c'est pour les aider à évoluer et à se libérer de leur vampirisme envers les êtres humains. Il soutient que l'homme n'est pas suffisamment conscient de sa propre réalité pour comprendre pleinement le monde spirituel, qui est une réalité distincte mais complémentaire du monde matériel. Il évoque ensuite l'idée d'un monde de l'éther, où l'énergie évolue sur tous les plans possibles de son mouvement, et affirme que c'est à partir de cette réalité que l'homme peut comprendre à la fois le monde matériel et le monde spirituel. Il mentionne que les esprits ne révèlent pas la vérité car ils ne la connaissent pas toujours eux-mêmes. Il souligne ensuite que l'homme doit reconnaître sa propre réalité et réaliser qu'il possède une mémoire cosmique. Il affirme que l'homme est plus qu'un simple être planétaire ou spirituel, mais qu'il est également un être cosmique intégral. Pour cela, l'homme doit se libérer du conditionnement psychologique établi par les forces spirituelles à travers la philosophie, l'ésotérisme et les religions, et prendre en main la nature de son énergie mentale supérieure. Il critique également les médiums, affirmant qu'ils sont conditionnés par les sphères spirituelles et gobent les informations qui leur sont données. Enfin, il fait référence à Rudolf Steiner comme un médium qui a réalisé les illusions autour de lui et a pu comprendre la mécanique subtile de la désinformation. Dans cet échange entre F.P., François Pérez, et Boulevard M. Bédard Maxime, ils discutent de différents aspects du phénomène médiumnique et du paranormal. Ils remettent en question certains effets tels que le don des langues, glossolalie, considérant que parler différentes langues sans comprendre ce qui est dit est futile et vain. Ils abordent également le phénomène des médiums involontaires, qui subissent des phénomènes paranormaux sans les provoquer eux-mêmes. BDM explique que l'homme est un être récepteur et que certains individus deviennent médiumniques suite à des chocs ou à la puberté, acquérant ainsi des pouvoirs psychiques. Ils évoquent ensuite l'évolution de l'homme et la possibilité qu'il comprenne les lois de l'invisible. Ils suggèrent qu'à mesure que les connaissances se développeront, l'homme sera capable d'expliquer les phénomènes paranormaux et de contrôler les énergies à distance, éliminant ainsi la nécessité de guérir physiquement les autres. Ils critiquent également certains fanatismes liés à l'énergie, tels que le fait de vouloir toucher les autres pour capter leur énergie. Ils soulignent que l'homme a longtemps été esclave de la connaissance et des sphères supérieures, mais qu'à l'avenir, il deviendra maître de la réalité et de la connaissance. Dans cette discussion, l'auteur dénonce ce qu'il considère comme un échec cosmique des sphères spirituelles. Selon lui, l'humanité vit actuellement dans une condition de quarantaine, incapable d'être en relation mentale intelligente avec les mondes avancés de la galaxie en raison de son immersion dans la spiritualité. Il
affirme également que les saints sont bons mais stupides, tandis que l'homme doit être intelligent. Concernant le magicien David Copperfield, il admet ne pas pouvoir parler de lui directement, mais estime que son action mondiale prépare lentement l'humanité à une nouvelle réalité plus mondiale. Il évoque également la possibilité que Copperfield soit en contact avec des plans occultes, mais ne peut pas en parler en détail. Enfin, il fait référence aux nouvelles théories scientifiques émises par un groupe de chercheurs qui envisage la possibilité que certains phénomènes puissent être expliqués par une relation avec d'autres plans ou dimensions. Le biais des personnes ayant des capacités médiumniques est évoqué, notamment dans le domaine de la littérature et de l'information. Il est suggéré que ces personnes créent les événements qu'elles perçoivent mentalement et que toute la civilisation est contrainte de suivre une certaine direction à travers la littérature et les films. Cependant, autre interprétation est avancée, les auteurs de science-fiction, recevant cette information à travers le psychisme collectif, créent des phénomènes tels que les ovnis qui sont en réalité des produits du psychisme de l'âme collective humaine. L'intervenant souligne que les scientifiques, dans leur recherche d'explications logiques, sont contraints par leur éthique et leur méthode scientifique. Ils sont empêchés de comprendre des phénomènes qui ne font pas partie de leur expérience et donc interprètent ces phénomènes de manière psychologique. Il est également souligné que certains scientifiques, après avoir été confrontés à des preuves concrètes d'ovnis, entrent dans une autre phase d'évolution psychologique et recherchent des personnes plus marginales pour approfondir leur compréhension du phénomène. L'intervenant lui-même a eu des contacts avec des scientifiques évolués, plutôt que des scientifiques constipés, et il travaille avec une organisation scientifique qui accepte ce genre de compréhension des phénomènes. Dans cette conversation, Benoît de Montignac, Boulevard M, discute du comportement des scientifiques à l'égard des phénomènes ovnis. Il affirme que certains scientifiques sont fermés d'esprit et refusent d'accepter l'existence des ovnis, tandis que d'autres sont si ouverts qu'ils perdent leur discernement. Selon lui, les scientifiques qui croient en l'existence des ovnis sont souvent très sensibles et médiumniques, ce qui leur permet de recevoir des informations provenant du monde spirituel. Cependant, BDM souligne que cette ouverture peut les rendre vulnérables à l'intoxication psychique et à la désinformation. Il explique que lorsque les idées marginales comme les ovnis entrent en contact avec l'individu, cela entraîne une transformation psychologique et spirituelle. BDM affirme que l'homme est toujours dominé par les forces spirituelles, que l'on croit aux ovnis ou non. Les scientifiques, quant à eux, sont considérés comme les gardiens de l'intégrité de la mentalité humaine et jouent un rôle essentiel dans la progression scientifique. BDM souligne toutefois qu'il y a une monopolisation de l'information par l'élite scientifique, créant ainsi une distance avec le peuple qui pourrait être problématique. Concernant la démocratisation de l'intelligence, BDM affirme que cela n'est pas possible car l'intelligence est universelle et au-delà de la démocratie. Il indique que la démocratisation de l'intelligence est une illusion importante dans l'évolution du moi involutif de l'individu. Il mentionne que lorsque l'homme atteindra l'universalité de l'intelligence, il entrera dans un état d'équilibre respectueux envers tous les individus, mais cela ne sera pas possible tant que l'homme restera dans une mentalité démocratique de l'intelligence. BDM conclut en soulignant que la véritable évolution réside dans le développement individuel de chaque être humain, qui ne doit pas fonctionner comme une masse. Bernard explique que la milice populaire de défense est une force armée composée de civils volontaires, formés pour protéger les communautés locales. La milice est souvent organisée en milices locales avec des membres venant de la même région. Les milices peuvent être formées en réponse à des menaces spécifiques ou dans le cadre d'une stratégie de défense nationale. Les membres des milices sont généralement des citoyens ordinaires qui n'ont pas d'expérience militaire préalable. Cependant, ils reçoivent souvent une formation de base sur l'utilisation des armes et les techniques de combat. Les milices sont souvent soutenues par les forces armées officielles et peuvent travailler en collaboration avec elles. En fin de compte, le but des milices populaires de défense est d'assurer la sécurité et la protection des communautés locales.